Christian Rousseau. Alors, vous êtes président tout court. Vous êtes président d'une coopérative, celle qui est basée en Champagne, qui s'appelle Nourricia. Est-ce qu'il faut en quelques mots la présenter? Je crois que ça vaudrait le coup. Oui, alors je suis d'abord agriculteur. Vous êtes agriculteur, Ouais, évidemment, comme tout président. Et j'ai aussi les pieds dans la terre parce que c'est ma passion. Donc je préside le groupe Nourricia, qui est un groupe coopératif céréalier essentiellement. Nous avons très peu d'élevage chez nous. Et je suis aussi président, ça va vous amuser, par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure, de Cévéal, qui est donc une entreprise de distribution de pesticides et de semences hybrides qui représente 11% du marché national. Bon, donc c'est pour vous dire que Nourricia est inscrit dans une agriculture probablement intensive, qu'on est en train de faire changer. Je ne sais pas si elle sera écologiquement intensive, mais en tout cas, c'est une agriculture, ce qu'on souhaite, c'est une agriculture qui n'est ni durable, ni agroécologiquement intensive. C'est une agriculture qui contribue au développement durable de la planète. Voilà. Alors, j'ai lu une interview de vous qui date de mai 2009, dans laquelle vous disiez engager Nourricia dans une démarche de développement durable, avec l'intention affichée d'être compris à la fois par les agriculteurs et par la société tout entière. Ce qui paraît effectivement un point assez important, mais qu'il va falloir peut-être souligner un petit peu. Et vous avez dit à ce moment-là, j'ouvre les guillemets, nous partageons l'idée que l'on peut maintenir une agriculture écologiquement intensive. Alors je souligne intentionnellement maintenir, ce qui suppose que ça existe et que ça fonctionne. En fait, c'était l'intensif que vous vouliez maintenir. Non, pas du tout. Ôtez-nous d'un doute. Alors, bon, faut aussi rappeler les faits. La société, oui. La société nous a demandé, au sortir de la guerre, de lui donner à manger. Absolument. Ce que l'agriculture a merveilleusement réussi, et il ne faut pas en rougir. Hein. Les agriculteurs ont été des acteurs importants du développement de la société française. Aujourd'hui, on nous demande une autre feuille de route, et évidemment, il faut écouter ce que demande la société. Maintenant, je pense que l'agriculture est un secteur à part entière, qui est d'ailleurs le premier secteur d'économie de la France, hein, l'agroalimentaire et l'agriculture, avant l'automobile, il faut s'en rappeler. Et je ne vois pas pour quelle raison on aurait la fierté de sortir des Airbus A380 qui font appel aux très grandes technologies, et en même temps, pourquoi on demanderait à l'agriculture de revenir au Moyen-Âge? Il y a quelque part un paradoxe qui me dérange. Donc Nourricia veut développer une agriculture qui est une agriculture moderne, fondée sur la technologie, fondée sur la science, et fondée, bien sûr, sur la formation des agriculteurs. Hein, une formation très importante. Alors, dans le terme intensif, je crois qu'il faut le démystifier, mais Michel Griffon, il le dit à chaque fois qu'il intervient, ce qui est intensif, c'est les idées qu'on met dans l'agriculture, c'est la science qu'on met dans l'agriculture, c'est la recherche de tous les éléments naturels, et en particulier le sol, la relation climat-sol-plante, c'est tous les éléments naturels qui font que tout cela fonctionne avec le meilleur huilage possible. C'est ça l'intensification d'aujourd'hui. C'est plus le fait de mettre des intrants. Moi, j'ai vécu une période, parce que j'étais dans mon jeune temps technicien de CETA, et je vois aujourd'hui des anciens agriculteurs de ma coopérative, ils sont en retraite maintenant, et qui me disent, mais Rousseau, mais avec vous, on a fait des progrès formidables. À chaque fois qu'on mettait 1 litre d'insecticide en plus, on faisait 2 quintaux de plus. Ben oui, c'était la réalité. Donc aujourd'hui, on se glorifie plus de ça, on ne le fait pas d'avant parce que ça ne marche plus. Et aujourd'hui, on essaie plutôt de mettre moins d'intrants et de produire plus. Et pour faire ça, c'est extrêmement compliqué. C'est bien plus compliqué que ce que je faisais moi, il y a 30 ans. Parce qu'il y avait qu'à. Aujourd'hui, il faut beaucoup réfléchir et faire appel à des sciences qu'on a un petit peu oubliées, qui sont les sciences agronomiques, les sciences de la terre, hein, et qui font appel. Alors ce matin, j'ai entendu quelque chose de merveilleux de la part de notre ami québécois, qui dit qu'à chaque fois qu'on trouve une tonne de vers de terre, on trouve cette tonne de micro-organismes et autres, d'organismes vivants dans le sol. Bon, donc on est bien en train d'intensifier la vie du sol. C'est aussi ça. C'était comme ça au Moyen-Âge déjà, hein, a priori. Attendez, j'en suis pas sûr, parce que au Moyen-Âge... C'est juste pour dire... Ouais, voilà. Au Moyen-Âge, on faisait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Et comme on n'avait rien, on faisait pas grand-chose. Je vous donne un exemple. Au Moyen-Âge, parce que c'est quelque chose qu'on raconte partout, il fallait je ne sais plus combien d'hectares pour nourrir un habitant. Bon, dans mon exploitation, chaque hectare de mon exploitation nourrit 33 personnes. Hein, alors elle est peut-être intensive, mon exploitation, j'expliquerai un peu comment elle fonctionne. Mais n'empêche que on a réussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a réussi ce formidable challenge de nourrir la population française, européenne et en exportateur. Voilà. Alors, j'en viens à ce que vous avez entrepris en lançant votre coopérative dans l'affaire
Vous avez mis en place des bilans carbone, des réflexions progrès, des indicateurs de suivi, des mesures de performance. Expliquez-nous tous ces outils, ces capteurs en quelque sorte, et ce que ces capteurs vous disent maintenant. Oui, alors nous avons commencé il y a 3 ans, enfin il y a 5 ans, on a monté un club d'agriculteurs qui s'appelle Agrosol, qui sont des agriculteurs qui travaillent autrement et qui ont identifié des pistes de développement agricole fondées sur le semi-direct en particulier, et qui ont donc, à l'égard de la coopérative, des demandes techniques tout à fait différentes des autres. Et ces agriculteurs-là, et j'en fais partie, sont des gens un peu seuls dans la nature puisqu'ils ne sont pas fédérés. Donc j'ai souhaité, avec mon directeur, qu'on organise dans ma coopérative un groupe de techniciens et un groupe d'agriculteurs qui répondent à leurs thématiques. Et je crois qu'aujourd'hui, le club est assez célèbre, on en parle un peu partout. De là, on est venu au fait que nous avons entré pour la coopérative une démarche de développement durable fondée sur une notation. Et on l'a fait dans le cadre de COP de France, et Nourricia a été la première coopérative notée sur sa démarche de développement durable, c'est-à-dire tout ce qu'elle fait, les entrées et les sorties, en particulier de carbone, sur tout ce qu'elle fait, y compris le social et l'environnemental, et par rapport à tout ce qu'elle a comme incidence auprès des parties prenantes. Et quand on cite les parties prenantes, parmi celles qu'on évoque le plus, c'est les adhérents et les clients, bien sûr, mais aussi c'est les gens qu'on dérange quand on fait la moisson, parce qu'on fait de la poussière, du bruit près des silos. Les apiculteurs, qui étaient nos plus grands ennemis, sont devenus les amis de Nourricia aujourd'hui. Je vous prie de croire que les apiculteurs de l'Aube, à partir du moment où on leur a ouvert la porte et qu'on leur a expliqué ce qu'on faisait chez nous, ils sont aujourd'hui des relais d'opinion de Nourricia par rapport à la population boise. Ils ont compris que vous mettiez du mellifère sur le sol, c'est ça ? Bien sûr. Ils ont compris qu'on travaillait ensemble, et non pas l'un contre l'autre. Donc, à partir de cela, on s'est dit, ce qu'on a fait sur Nourricia, c'est génial, sauf que Nourricia, c'est 10% de l'impact environnemental de ce que font nos producteurs. Il y a 90% qu'on ne touche pas. Et donc maintenant, le point le plus important pour nous, c'est d'aller dire aux agriculteurs et leur montrer comment il faut faire pour entrer dans une démarche de développement durable et pour faire en sorte qu'on soit dans un plan de progrès. Et comment pondérer tout ça ? Comment le mesurer ? Il faut noter, il faut donc définir des indicateurs de développement durable, il faut faire un état de l'existant, un état des lieux, c'est le point de départ, il faut établir un plan de progrès, et ensuite l'appliquer et mesurer. Le progrès qui est accompli, c'est une démarche de progrès. C'est ça l'intérêt du développement durable. Absolument. Tout ce qui est mesurable, on comprend bien, les scientifiques le pigent très bien, enfin c'est eux qui nous disent comment faire d'ailleurs, mais les réflexions de progrès, ça c'est quelque chose qu'il faut expliquer un petit peu. Ça veut dire qu'il y a un moment où vous vous mettez tous ensemble et vous discutez, où vous avez une méthode pour ça. Expliquez-nous ce que vous faites dans vos réflexions progrès. Alors d'abord, chaque exploitation agricole est différente de l'autre. Donc, il n'y a pas de méthode universelle. Ce que nous faisons, c'est que... C'est pas les méthodes culturelles, hein, c'est les méthodes de réflexion. De réflexion, oui, ouais. Exactement. Nous avons ce que vous avez entendu ce matin ou hier, Maximilien Rouher, qui est un excellent orateur. Et on a eu l'occasion de l'avoir à notre assemblée l'année dernière, et on travaille avec lui aujourd'hui. Et on a différentes portes d'entrée, ce qu'on appelle la marguerite. Dans une exploitation agricole, on peut rentrer de différentes façons pour améliorer l'existant. Donc je dis, numéro 1, on évalue ce qui existe. Ça s'appelle chez nous un éco-diagnostic. L'éco-diagnostic qui fait appel à des indicateurs IDEA, et donc avec une méthode... Éco pour économie ou pour écologie ? Éco ce que vous voulez. Éco ce qu'on veut. Les mots, je m'en fous. C'est ce qu'il y a dedans qui est intéressant. Donc on fait un état des lieux, un diagnostic en fait, de l'exploitation agricole, mais qui est non seulement un diagnostic économique, qui est un diagnostic agro-environnemental, et qui est un diagnostic social. C'est-à-dire qu'on va voir aussi qui travaille sur l'exploitation, ce que font les travailleurs d'exploitation, etc. Donc c'est assez complet. Et on discute avec l'agriculteur, donc on lui rend son éco-diagnostic, et on discute avec lui point par point de l'endroit où il peut le plus facilement progresser. Alors c'est soit sur sa consommation d'intrants, soit sur son équipement en mécanisation, soit sur ses assolements, soit sur n'importe quoi. Et on définit avec lui un plan de progrès qu'il est prêt à accepter. Parce que si on lui dit, monsieur, nous on sait, on va vous expliquer ce qu'il faut faire, voilà, on vous rend un plan, il faut faire ça. Vous sortez de chez lui, il ne fait rien. Oui, bah vous n'appelleriez pas ça des réflexions progrès, ça serait autre chose. Un agriculteur, il change ses pratiques à partir du moment où il les a fait siennes. Donc si on l'a convaincu, s'il est convaincu que ça vient de lui, il va le mettre en œuvre. Si ça vient de la COP, il le fera. Qu'est-ce qui emporte la conviction ? C'est un point intéressant à creuser, ça. Si vous voulez, on était extrêmement surpris, parce qu'on a commencé il y a 2 ans sur cette exploitation qui n'était pas volontaire et qu'on a ciblée. Et on leur a demandé à ces 7 exploitants, on dit tiens,
on a une bonne idée, on va aller faire chez vous un éco-diagnostic. Il faut ouvrir vos livres de comptabilité, il faut ouvrir toutes vos fiches techniques parcellaires, etc. Et on va regarder ce qui se passe. On dit, bon, attendez, Nourricia, bon, on vous aime bien, vous êtes gentil. Bon, parce que vous êtes gentil, on va accepter de vous avoir à la porte et puis on va voir. Donc, on a travaillé avec eux. Alors, le bilan, ça dure une journée complète, hein, et donc de recueil d'informations. Et derrière, il y a 3 mois de boulot. De moulinette, oui. Voilà. Ensuite, on revient chez eux. Et les 7, on leur a dit, ben voilà, on a donc l'ensemble de nos indicateurs, là, dont une partie d'ailleurs sont des indicateurs de l'Institut d'agriculture durable, hein, qui tient son congrès, j'en profite, le 28 janvier prochain. Donc vous êtes évidemment invités à venir, c'est intéressant. Et on leur a dit, ben voilà, on a identifié chez vous les IFT, ça fait ça, le bilan carbone, ça fait ça. Bon, par exemple, chez moi, ben, je produis 8,1 fois plus d'énergie que j'en consomme à travers mes intrants, mon fuel, mes tracteurs, mes bâtiments, etc. Tout ça, on l'évalue avec la méthode Planète, bon, qui est un bilan très sorti. Et on leur dit, ben, voilà, voilà le rendu de votre exploitation agricole. Les gars, d'abord, ils sont surpris. Ils disent, ben, dis donc, j'avais pas imaginé que ça pouvait être ça. À partir de là, ils nous disent, mais c'est génial ce que vous faites. Parce que les 7 exploitations qu'on a analysées là, il y a 2 ans, les 7 ont demandé un plan de progrès. On l'a fait avec eux. Mais c'est eux qui se sont appropriés. Du coup, ils ont été volontaires. Et oui. Et je vais vous donner des exemples. On a un exploitant, par exemple, qui transforme toute sa production céréalière en porc. Évidemment, il a un bilan bilan alimentation de la population catastrophique. Parce que lui, il transforme 4 kilos de céréales en 1 kilo de cochon. C'est peut-être pas 4 kilos, mais c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et alors que le producteur végétal que je suis, moi je vends ma céréale à l'État, donc moi je vends du végétal. Hein. Un autre exploitant, lui, il avait un taux de transformation extraordinaire. On s'est dit comment ça se fait. Le gars, il pratique le semi-direct. Il fait des grandes cultures, betteraves, céréales, et comme il fait des couverts végétaux depuis un certain temps, il s'est aperçu que ces couverts végétaux, il les réincorporait au sol, bien sûr, et que... Bon, il s'est dit, le sol, je l'aime bien, mais quand même, je pourrais peut-être valoriser mes couverts. Il a introduit une troupe de moutons sur sa ferme. Et bien lui, il a un très bon indicateur de production, puisqu'il a 2 récoltes par an. Il a une récolte de céréales et betteraves et une récolte de moutons. Vous comprenez? Donc tout ça, on l'a identifié. Et entre-temps, il n'y a pas une récolte de miel aussi Il peut aussi faire une récolte de miel. Il n'est pas encore apiculteur, mais le connaissant, il peut le devenir. Et donc l'élevage de cochons. Lui, quand il a vu son bilan, il a dit, mais parce que tu sais, on aime bien, on regarde sur le coin de la feuille, puis il dit, le voisin, il fait quoi? Alors, les 7 voisins, ils se sont mesurés. Et il dit, mais attends, mais ce que je fais, c'est catastrophique. Et bien le gars, il est allé au Crédit Agricole, il a demandé un prêt pour monter un méthaniseur. Et il a installé son méthaniseur, et aujourd'hui, il a amélioré évidemment sa production, puisqu'il produit de l'énergie. Vous voyez, comme quoi, à partir d'un raisonnement qui n'était pas demandé, comment on peut faire changer un agriculteur, et l'agriculteur, on le fait changer toujours, à partir du moment où on lui fait gagner de l'argent, à travers ce changement, et à travers où il a compris que ce qu'on lui propose, c'est ce qu'il veut faire. On n'obligera jamais personne à faire quoi que ce soit. Alors, ce que vous nous dites, c'est assez fascinant. Ils ont pris la conscience précise du fait qu'ils étaient à la tête d'une mécanique de production, avec des productions auxquelles ils n'avaient pas songé, des produits auxquels ils n'avaient pas songé. Et du coup, ils sont devenus des chefs d'entreprise de production de quelque chose. Au fond, c'est une autre façon de le dire que celle de Jacques Moreno, qui n'aurait pas employé le terme mécanique et entreprise, encore que, on verra. C'est ça la prise de conscience? Bien sûr, un agriculteur, vous l'appelez comme vous voulez, c'est un paysan, c'est un agriculteur. Pour moi, c'est un chef d'entreprise. Il a dans les mains une entreprise, et dans nos critères d'évaluation, chez moi, il y a, un indicateur qui dit la transmissibilité de mon exploitation. J'ai 0 sur 20. 0 sur 20. Pourquoi? Parce que le capital investi est colossal, si vous voulez, par rapport au retour sur investissement. Et ça, c'est un vrai problème en agriculture. Hein. Mais je ne suis pas le seul à avoir 0 sur 20, rassurez-vous. Mais ce qui veut dire que pour que quelqu'un reprenne mon exploitation, il va falloir qu'il mette beaucoup d'argent. Bon. Ça ne me rassure pas pour autant, hein, parce que je mourrais riche, mais sans argent, probablement, comme tous les paysans. Donc, si vous voulez, cette évaluation que l'on fait, j'ai perdu un peu le fil, mais elle a pour intérêt de faire réfléchir l'agriculteur sur l'existant et sur comment améliorer l'existant. Ça fait apparaître des paramètres qui n'étaient pas imaginés. Des choses qu'il n'imaginait pas. Et qui vont impacter les autres d'ailleurs en même temps. Y compris la transmissibilité. Mais y compris la coopérative, je veux dire aussi une anecdote.
Dans notre coopérative, nous transportons beaucoup de céréales. Nous sommes de gros transporteurs. Hein. Et on le sait encore plus quand la SNCF ne fonctionne pas. Hein. On s'est aperçu que dans nos campagnes, on a plein de silos de collecte, où il y a 4 tours. Vous savez, il y a une tour pour le blé, une tour pour l'orge, une tour pour autre chose. Et donc, les grosses moissonneuses qu'on a maintenant dans nos plaines, quand elles sortent de hangar, en une journée, elles font déborder les silos de collecte. Et c'est le bazar. On fait chez nos agriculteurs on leur vend des semences certifiées avec contrat de variété pure et machin truc, et on mélange tout dans la cour. Donc, résultat des courses, catastrophe. Et on a, pendant ce temps-là, pendant que les moissonneuses tournent, on a des smirmors qui n'arrêtent pas de vider les silos de collecte pour aller ramener ça dans les silos de long stockage. On s'est dit, mais à partir du bilan carbone, on s'est dit, mais comment on peut améliorer le bilan carbone? Eh bien, on a eu une idée, qui n'est pas bien maligne, mais qui part de ce constat. On s'est dit, mais plutôt que de passer par un silo de collecte, qui nous coûte cher, qui déborde, qui ne permet pas de faire de classement, on va inviter les agriculteurs qui ont des grosses mosbattes à s'équiper de transbordeurs, donc de navettes de récupération du grain dans le champ. En plus, quand on est en semi-direct, ça évite de rentrer la benne dans le champ, c'est formidable. Et on va remplir directement les semi-remorques au bout du champ pour emmener la camelote au long stockage. Et donc, on a diminué significativement nos consommations de gasoil. On a en même temps permis le classement qu'on ne faisait plus avant. Et donc, on gagne sur 2 plans. Vous voyez, à partir d'une réflexion de développement durable. Ça vous a donc amené à recombiner toute votre logistique? Et vous avez raisonné en termes de logistique? Mais ça a même eu des incidences importantes sur le management de l'entreprise. Et à partir du moment où on raisonne durabilité, à partir du moment où on raisonne plan de progrès, vous avez forcément des impacts, y compris sur le management de vos entreprises. Parce que du coup, vous gagnez plus d'argent. On réassocie l'économique, le social et l'environnement. Et ce qui est formidable en agriculture, c'est que plus on est, je dirais, comme l'a dit M. Morino, plus on considère son sol, plus on est agronome, et plus on est dans une réflexion de rotation de système de culture, plus économiquement on est viable. Parce à chaque fois qu'on fait des économies de carbone, on gagne en même temps de l'argent. Vous avez l'impression d'être au midi de votre journée de travail pour aboutir à ce que toute votre coopérative soit dans le bon ordre de marche ou à l'aube de cette journée? Mais on fait que commencer, vous savez, le boulot il est considérable. C'est à 6h du matin le jour du débarquement. 7 adhérents il y a 2 ans. Aujourd'hui, 40 adhérents ont des plans éco-diagnostiques. 40 sur 2500. Vous voyez encore le boulot qui reste à parcourir. Et chez moi en Champagne, les gars, la Champagne c'est des renzines de 15 cm de profondeur, des renzines blanches, c'est pour ça que CVL est le premier approvisionnaire de phyto. Chez nous, ça ne fonctionne qu'avec des intrants. Ce sont des sols qui avant étaient des savares, où ils poussaient avec des petits sapins, et on a réussi un progrès technique merveilleux à partir du moment où on utilisait l'agriculture intensive, donc les pesticides, les fertilisants. Chez nous, pour produire, chez moi, il faut 70 litres d'azote par hectare. Donc on me dit que c'est pas bien, il faut baisser. Eh bien oui, je vais essayer de le baisser. Mais quand je vais en Picardie, c'est 40 unités d'azote à l'hectare. Vous voyez, parce que les sols sont nettement plus riches. On n'obtient pas de l'azote avec des plantes qui couvrent on a des techniques. Un petit peu, oui. Mais allez expliquer ça aux acteurs champenois, qui, dans leur sol facile, avec 150 chevaux, labourent 4 mètres de large, ils vous disent, mais attends, tes histoires là, de semi-direct, tu m'emmerdes avec ça. Moi, mon truc qui marche bien, ça finira de m'élever. C'est comme ça que ça parle à un agriculteur ou un paysan ou ce que vous voulez. Hein. Et puis il dit, le gamin, il se démerdera. Bon, donc allez leur expliquer à ces gens-là, qui ne sont pas des idiots, parce qu'un agriculteur, c'est par définition pas un idiot. Et en plus, maintenant, ils font des études. Hein. Ils font même de longues études pour certains d'entre eux, et même ils se mettent à vendre tout seuls leur blé. Hein. Ça, c'est extraordinaire. Hein. Et à faire du blé avec. Et ils font du blé avec, autant que possible. Alors, ces agriculteurs-là, leur expliquer que nous sommes dans un phénomène de rupture, et qu'il va falloir inventer une autre agriculture, et que ça va un peu bouleverser leurs habitudes, c'est extrêmement compliqué. Oui, mais il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Et ça commence. OK. Merci beaucoup.